Je sais. Non, plutôt parce qu'en plus, tu vois, ils ne voient pas à distance, ils ne verront pas. Tu comprends ce que je veux dire? Avec la souris. Voilà. Bon. J'espère que vous n'allez pas endormir. Ok. Bon, bonjour à tous. Donc, il est temps de commencer. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir notre nouveau collègue, qui est depuis cette année au laboratoire à l'UPC, Mirko Cialela, qui va nous parler des travaux qu'il a fait avec Riccioto et Gaboureau sur la résolution numérique d'ordre élevé, l'écoulement compressible dans les domaines courbes. À toi. OK. Bon. Bonjour à tous. Je veux remercier tout de suite les organisateurs du séminaire pour m'avoir invité à parler. Je peux dire que ce n'est pas ma première exposé devant les labos, mais même c'est sympa de venir parler de ces travaux. Comme je t'ai introduit, aujourd'hui, je vais me concentrer sur la résolution numérique pour des écoulements fluides modélisés avec des EDP hyperboliques, avec des méthodes d'ordre élevé. L'objectif, ça serait de traiter les domaines courbes et donc comment traiter la position des conditions limites dans les domaines courbes. Donc, pour commencer, l'introduction et la motivation de ce travail. Alors, on va s'intéresser à la méthode numérique d'ordre élevé. Donc, en général, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si on prend, par exemple, des polynômes, de degré n, pour approcher la solution de ma EDP, donc la méthode numérique est définie d'ordre n si l'erreur de discrétisation associée à la méthode est proportionnelle à h puissance n plus 1. Donc, si on a des polynômes linéaires, on a l'erreur de l'ordre de h au carré, parabolique, h cube, etc. Donc, en général, h, ça va être la taille, donc le raffinement de l'amaillage, donc utilisé pour discrétiser les domaines physiques qui m'intéressent. Donc là, vous voyez un exemple avec des maillages triangulaires, et donc ils sont de plus en plus fins. Donc, vous voyez que de plus en plus qu'on raffine, on peut voir les caractéristiques de ces domaines, notamment parce qu'on travaille avec des domaines qui sont courbes, et donc, vous voyez qu'il y a, donc on a bien sûr que l'erreur dépend de la taille maintenant de triangles ou de carrés, des éléments de l'amaillage. Donc, pourquoi on s'intéresse aux méthodes d'ordre élevé? Donc, en général, pour la même raison qu'on est passé à travailler avec des méthodes d'ordre 1 à des méthodes d'ordre 2, l'idée, c'est que l'erreur de discrétisation devient plus petite et avec des maillages qui sont plus grossiers. Et donc, ça a pas mal des avantages. Ça nous permet d'utiliser des maillages avec des éléments plus grands. Et donc, il faut stocker moins de mémoire. Elles sont moins coûteuses et en général, donc l'erreur de discrétisation, ça va être aussi plus petit, par rapport à en termes de coût de calcul. Donc, on prend un maillage, on prend deux maillages avec une méthode d'ordre 1 à d'ordre 2. Donc, en général, si on utilise une méthode d'ordre plus élevé, on va avoir une erreur plus bas. Donc, on gagne aussi de temps de calcul. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout un intérêt à aller vers des méthodes d'ordre plus élevé. Et pour généraliser, comme on est passé de l'ordre 1 à l'ordre 2, donc pourquoi pas passer à l'ordre 3, 4, 5, etc. Donc, pour la définition des méthodes d'ordre élevé, il n'y a pas une définition unique, mais je vais un peu mentionner ce qui a été un peu publié dans un papier avec pas mal de gens qui travaillent sur ça. Il y a un peu un accord entre tout le monde et l'idée c'était, OK, c'est les polynômes à un degré supérieur à 1
alors c'est d'ordre élevé. Donc, ça veut dire, puisque la majorité des gens travaillent avec des méthodes qui sont d'ordre 1 ou d'ordre 2, alors ça a été naturel de dire, OK, si on a une méthode qui est d'ordre au moins 3, c'est une méthode d'ordre élevé. Et après, la dernière chose à traiter, puisqu'on travaille avec des domaines courbes, c'est l'erreur géométrique. Donc, peut-être qu'on passe toute notre vie à faire des simulations dans des carrés. OK, on peut faire ça. Et donc, dans ces cas-là, en général, quand on fait en simulation avec, en général, ça, on a toujours la somme entre l'erreur de discrétisation liée à la méthode et l'erreur de discrétisation liée à la géométrie. Donc, si on travaille avec un carré, on a une géométrie qui est linéaire. Donc, si on prend des éléments qui sont linéaires, bien sûr que cette erreur géométrique, ça va être 0. Mais déjà, si on prend un cercle, okay, qui n'est rien de spécial, et bien sûr, ça va pour tout le type de domaine courbe. Ah, déjà, on voit que si on utilise des triangles classiques, on a une grosse différence entre donc, les bords du domaine discrétisé et les bords du domaine réel. Et en général, cette taille-là, cette erreur-là, en fait, introduit toujours une erreur géométrique de h au carré. Okay? On ne peut rien faire sur ça. Ça veut dire qu'il y a un lien strict quand on parle de méthodes d'ordre élevé. Donc, soit on fait des simulations dans des carrés, soit si on s'intéresse à des problèmes avec des géométries un peu plus complexes, il faut toujours prendre en compte ça. Parce qu'après, cette erreur h au carré va détruire tout. Ça veut dire que c'est ma méthode, mon epsilon m est h au 5. Ça va introduire un h au carré et c'est mort. Donc, il n'y a aucun sens en fait après à faire des méthodes d'ordre élevé. Donc, la question qu'on se pose est pourquoi les méthodes d'ordre élevé, alors, elles ne sont pas un truc comme un cheval de bataille de tous les codes dans les contextes aussi industriels de la recherche pour faire la dynamique, pour étudier la dynamique de fluides compressibles ou incompressibles. Donc, en général, ils sont plus compliqués par rapport à les méthodes d'ordre bas. Ça veut dire plus compliqué, pas juste à développer, mais aussi à développer d'un point de vue algorithmique. Ils sont moins robustes, et ça c'est très important dans les contextes des applications industrielles, bien sûr, parce qu'en fait on a beaucoup moins de dissipation. Donc quand on utilise une méthode d'ordre plus élevé, on a moins de dissipation, et donc c'est beaucoup plus facile après d'avoir des problèmes de stabilité. Donc souvent, il faut prendre bien en compte la stabilité. La dernière chose, bien sûr, c'est lié à ce qu'on mentionnait tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a l'erreur de méthode et l'erreur de la géométrie. Et par contre, là, en fait, on est un peu loin. Ça veut dire que les logiciels de maillage pour des maillages qui sont linéaires, donc des triangles ou des maillages structurés, en fait, sont très avancés pour les maillages linéaires classiques. Ça veut dire que dans les contextes industriels, sont très utilisés. Mais par contre, des logiciels d'émaillage d'ordre élevé pour faire des maillages curvilignes, là, c'est un sujet encore ouvert de recherche. Il y a beaucoup de littérature. Donc, il y a des logiciels qui commencent à faire ça, mais au niveau industriel, c'est encore, c'est pas bien établi, en fait, comme les maillages triangulaires classiques. Okay? Et donc, c'est pour ça que donc aujourd'hui, je vais me concentrer notamment sur cette limitation-là. Et donc l'objectif, ça serait de voir où on peut aller, en fait, sans considérer donc des logiciels d'émaillage curviligne. Oui. Pour rajouter un truc, ouais. C'est que tu n'as pas la géométrie aussi à l'ordre, généralement. Quand tu fais un code de CAO, tu ne récupères pas une géométrie à l'ordre que tu veux. Non, souvent, surtout dans les contextes industriels, peut-être on a des points. Il faut reconstruire avec ce qu'on a. En fait, l'important, je dirais, après, dans les contextes d'ordre élevé, c'est l'erreur géométrique. Ça ne doit pas être forcément 0, donc ce n'est pas nécessaire qu'on a une géométrie discrétisée qui est égale à la géométrie exacte, mais ça doit quand même être proportionnel à h élevé à la même valeur de méthode, parce que sinon, donc en général, si on a une méthode d'ordre 3,
l'idée c'est qu'on utilise maintenant des polynômes paraboliques aussi pour discrétiser la géométrie. Et donc, en fait, c'est fait avec des polynômes. D'un côté, on approche la solution, de l'autre côté, on approche la géométrie. Donc là, je vais vous faire un petit exemple de l'application des méthodes d'ordre élevé dans les contextes des maillages classiques linéaires. Et je vais prendre en compte un cas test assez connu, peut-être vous avez déjà vu cette image, c'est un écoulement fluide à bas vitesse autour d'un cylindre. Donc en général, dans la vraie vie où il y a de la viscosité, c'est qu'on a, on a que le fluide est attaché à la paroi, on a la formation d'une couche limite, et après on a une séparation de fluide derrière les corps. Et là, donc, on a la formation de ces vortex derrière. Et donc, dans un vieux papier de Bass-Yerebaï en 1997, ils se sont intéressés à voir qu'est-ce qu'il passe dans les contextes sans viscosité. Et donc, en général, sans viscosité, on est censé avoir ça. Donc, un écoulement parfaitement symétrique, parce qu'il n'y a pas de couches limites dans les contextes pas visqueux, et il n'y a pas de séparation, pas de vortex. Et donc, ce qu'il avait remarqué, c'est que, bon, si on prend l'effet en géométrie discrétisée avec un maillage linéaire, on n'obtient pas du tout ça, mais on obtient ça. Et là, ça semble un peu bizarre par rapport à, ça semble un peu différent par rapport à ça, mais en fait, c'est juste parce que vous ne voyez pas le derrière de la queue. Mais là, en fait, ce qu'on a, c'est puisqu'on discrétise avec un maillage, plutôt qu'avoir un cercle, en fait, on a un polygone, qu'on verra après, on a une sorte de couche limite numérique qui va se former à cause des anticipations causées dans la discrétisation. Et il y a aussi une séparation derrière le corps et une formation de vortex. Donc, vous voyez, on fait une chose similaire à ce que vous voyez dans le cas avec la viscosité. Et peut-être que si quelqu'un regarde la simulation, il dit, bon, mais ça va, c'est bien. En fait, on est censé avoir un von Karman Street, mais en fait, pas du tout. En fait, on est censé avoir un truc beaucoup moins intéressant. Juste, le fluide est exactement collé à la paroi et il n'y a rien qui se passe. OK? Et donc, ça, c'est lié, comme je disais, au fait que si on utilise des maillages courbes, en fait, quand on a un cercle, on a vraiment des éléments qui sont bien collés au cercle, au socle. Donc, là, vous voyez qu'on a vraiment que les domaines discrétisés, et c'est celui en vert, est vraiment égal à le domaine réel, donc en rouge. Mais par contre, si on utilise des maillages linéaires, en fait, on a ça. Ça, c'est vraiment très, juste pour mettre l'accent en fait sur ce qu'on fait, mais on a vraiment ça. Donc, on a un polygone. Donc, à la place d'un cercle, on a ça. Alors là, ça a du sens de penser que, alors c'est vrai que peut-être il y a une séparation. Si on regarde d'un point de vue physique, si on prend maintenant un polygone, on met un écoulement derrière, là, vous voyez, on a des coins partout. Il y a du sens qu'il y a peut-être un peu de séparation derrière ça. Et donc, il y a tout en fait donc une différence entre la solution qu'on obtient avec des maillages courbes et des maillages linéaires. Et donc ça, si maintenant on va regarder la convergence, là, on voit aussi des choses intéressantes. Ça veut dire, si je prends la méthode d'ordre élevé, de type élément fini, là, aujourd'hui on verra des jeux, mais c'est pareil pour tous les types des approches de ce type. Et on prend et on fait pas juste en convergence en maillage, donc là vous voyez H, c'est le raffinement de la maillage, donc vers la gauche, on va vers des maillages qui sont plus fins, et là on a l'erreur de discrétisation. Donc si on a une méthode avec des polynômes P1, on est censé avoir un ordre 2, donc ça c'est la ligne 2, donc P2, on est censé avoir l'ordre 3 et après l'ordre 4. Et là, si je fais la simulation, donc avec, ça c'est avec un autre cas test similaire avec un cercle, et je le fais avec les trois, et fait, vous voyez qu'il y a déjà des choses, bon, P1, on n'obtient pas exactement 2, on obtient 1,5, mais en fait, on pourrait être content avec ça. Mais si on met P2, P3, vous voyez qu'on a fait une erreur qui est aussi plus grand. Okay? Donc, on n'a pas une convergence dans les polynômes, on fait en P, on dit, oh, ça c'est une convergence en H, on n'a pas une convergence sur les polynômes.
Et donc là, on n'est pas les premiers qui trouvent ça. En fait, il y a des autres résultats dans la littérature, mais on essayait de s'expliquer pourquoi. Et la seule chose cohérente à laquelle je pensais, c'est que vous reprenez les polygones qu'elle est là. En fait, c'est comme si on a changé la géométrie et maintenant on essaye de prendre des polynômes de plus en plus précis pour une géométrie qui n'est pas la bonne. Et donc, c'est comme si on est en train de s'éloigner en fait de la solution exacte. Donc, on est en train en fait de discrétiser mieux une solution qui n'est pas la bonne. Donc, c'est pour ça qu'en fait, vous voyez qu'en fait, on s'éloigne, l'erreur devient plus élevée. Et après, la pente est bien sûr toujours maximum de l'ordre 2. Donc, parce que là, c'est lié à la discrétisation. Là, c'est exact. C'est un vortex isentropique qui est borné par deux murs circulaires. C'est une solution, c'est exact. Oui, donc je fais vraiment la convergence avec l'erreur exacte. C'est comme ça. C'est un cercle et on a un vortex comme ça. Et c'est isentropique, donc on peut calculer toutes les variables. Et donc là, ce qu'il passe, si maintenant on met des maillages curvilignes, là vous voyez qu'en fait on obtient bien, pas juste la pente, mais on obtient bien aussi la convergence sur le même maillage avec des polynômes différents. Donc là, on passe de P1, P2, P3. Donc on a la pente, mais on a aussi, avec le même maillage, en fait, on perd, donc on gagne aussi un ordre. Donc pour aller vers un peu la fin de cette introduction, il y a pas mal de défis liés à l'émaillage curvilignes. Donc, il y a des algorithmes qui sont très sophistiqués, c'est très de recherche, donc vous pouvez trouver des choses sympas en ligne, des papiers sympas sur le maillage courbe, mais ce n'est pas très facile d'avoir un code pour le faire. Il y a certains codes, mais comme je disais, donc sont plutôt vraiment des recherches. Et après, bien sûr, une fois que vous avez un logiciel pour mailler, il faut aussi adapter son code. Donc, il faut être capable de gérer des éléments qui sont courbes. Et donc, il faut avoir des formules de quadrature adaptées. Il faut avoir plusieurs transformations. Donc, avant, on avait une transformation de le domaine de référence à mon triangle dans le domaine physique. Et maintenant, il faut ajouter une autre transformation pour porter le triangle dans la configuration courbe. Et en général, c'est aussi non linéaire. Donc, on a tous ces défis-là. Donc, c'est pour ça qu'en fait, l'objectif d'aujourd'hui, ça ne serait pas de parler des maillages courbes, mais plutôt d'essayer à améliorer les conditions limites qu'on a dans les cas des maillages linéaires, mais avec l'objectif de garder en précision d'ordre élevé. Donc, utiliser des maillages 2D ou 3D classiques, structurés, d'avoir donc une méthode qui soit précise, qui soit facile à généraliser. Après, bien sûr, facile à implémenter, mais pas coûteux. Parce que si ça doit être coûteux d'un point de vue computationnel, alors on ferait plutôt les maillages courbes, on est sûr que ça marche bien. Donc, pour les modèles, comme je disais, je vais me concentrer sur l'équation d'Euler pour la dynamique des gaz compressibles. C'est un système d'EDP hyperbolique non linéaire caractérisé par le variable conservatif de la densité, le momentum et l'énergie. Et là, vous voyez, on a le vecteur du flux. Okay? C'est l'équation de Navier-Stokes compressible, en fait, sans la partie liée à la viscosité et l'échange de chaleur. Pour la discrétisation, comme je disais tout à l'heure, on va s'intéresser à des méthodes de Galerkin discontinues qui sont très utilisées dans les contextes hyperboliques parce qu'ils reprennent un peu l'esprit élément fini, mais ils ajoutent un peu comme un touch de volume fini. Et donc, il y a des gens qui aiment bien ça. Donc, en particulier, l'idée, c'est qu'on prend des polynômes qui sont discontinus à les interfaces de chaque élément, et ça permet d'écrire des formulations faibles qui sont locaux dans chaque élément. Donc, on n'a pas un gros système linéaire avec tous les éléments, mais on a une formulation faible donc pour chaque élément K de la maillage. Donc, si je prends ça, je fais comme toujours, je fais
les IPP, je sors, ça me sort, on fait un intégral sous la frontière de mon élément, et le terme là, qui est c'est classique aussi, un élément fini. Et maintenant, en fait, on a le touch final qui est lié au fait, comme dans les contextes de volume fini, on a en général, si on a des polymères qui sont discontinus à les interfaces, on a une ambiguïté. Donc, avec quel état on calcule le flux à l'interface. Et donc, c'est ça, ce que je disais, donc la partie un peu volume fini. En fait, là, on va remplacer cette flux à l'interface par un flux numérique qui dépend de les deux côtés de l'interface. Et ça, en fait, c'est la seule façon pour mettre en lien un élément avec l'autre. Parce que vous avez vu que le reste est tout local. Et donc, la seule façon, après, il faut faire communiquer les cellules entre eux. Et donc, c'est ça, c'est le flux numérique qu'on écrit là, que c'est un sort, comme vous voyez, de moyenne un peu pesée de les deux flux d'un côté et de l'autre de chaque interface. Et donc, si vous considérez chaque élément, donc pour chaque triangle en 2D, on a trois interfaces, on aura trois problèmes, trois solvers numériques qui sont appliqués là, là et là. Donc et ça, c'est ou moins, et ça, c'est ou place. Et donc, c'est la seule façon, après, pour faire communiquer la cellule avec les trois éléments voisins. Donc, puisqu'on parle des méthodes de G, en général, on va utiliser des polynômes, ok? Ça peut être polynôme de Lagrange, mais moi, j'utilise des polynômes de Taylor, mais ça ne change rien. Bien sûr, dans les contextes hyperboliques, on sait que la solution peut développer des discontinuités, aussi si la solution initiale est complètement lisse. Et donc, c'est pour ça qu'on a équipé la méthode avec un limiteur qui a fait a posteriori, ok, pour éviter un fait que les polynômes d'ordre élevé vont exploser à cause des oscillations liées à la capture des discontinuités. Ok. Et donc, en général, les solvers, les limiteurs a posteriori, ils marchent, comme dit le nom, a posteriori. Donc, ça veut dire qu'on trouve une solution d'ordre élevé. Après, on applique une série de critères liés à la détection des problèmes. Donc, ça peut être, s'il y a une oscillation qui va porter à avoir la densité de mon fluide négatif, je dis OK. Donc, ça veut dire que là, il y a quelque chose qui se passe. Ou si j'ai des gradients très forts de la densité, ou des gradients très forts de la divergence de la vitesse, c'est souvent utilisé aussi comme senseur de discontinuité. Donc, dans cette deuxième étape, je vais individuer plusieurs cellules qui peuvent avoir des problèmes. Et là, en fait, l'idée, c'est d'appliquer en fait, un peu un schéma, un peu parachute, ça veut dire le schéma le plus robuste que vous avez. Donc, en général, ce sont des schémas comme volume fini d'ordre bas, A ou 2, avec des limiteurs classiques. Et pour éviter d'avoir trop de diffusion, l'idée, c'est de le faire à une échelle sous-cellulaire. Donc, chaque élément problématique, il va être divisé en sous-cellules. Et après, l'idée, c'est d'appliquer donc, ces schémas un peu parachutes en fait, dans les cellules où il y a les problèmes. Donc, pour ce qui concerne les conditions limites, donc, comment on fait en général pour appliquer les conditions limites dans les schémas DG? Donc, souvent, il y a une approche de type avec un état fantôme. Donc, on considère que si une cellule a une partie de sa frontière qui appartient aussi au bord du domaine, en fait, on va individuer un état fantôme UBC, donc un état qui décrit les conditions limites. Et ce qu'on fait, c'est, par exemple, on peut aller replacer dans le flux numérique. Donc, d'un côté, on aura la solution de ma cellule, de l'autre côté, on aura en fait la cellule fantôme. Et donc, on va remplacer cette U place, par exemple, par UBC. Okay? Ça, c'est une approche. Une autre approche, ça peut être simplement, je vais remplacer tout ça simplement par le flux normal évalué avec
cet état fantôme. Souvent, c'est soit l'une, soit l'autre. Ça ajoute un peu de diffusion. C'est un peu moins, mais... OK. Et après, bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. OK. Donc, maintenant, on va vers les corps de la présentation et donc de la contribution. Comment améliorer en fait, les conditions limites dans une façon classique quand on travaille avec des maillages linéaires pour garder la précision. Et donc, l'idée, c'était de extrapoler dans certaine façon les conditions limites. Donc, l'idée, c'est de décaler l'endroit où on va imposer les conditions limites. Donc, comme je disais, je vais prendre mon cercle, mon polygone. Maintenant, je vais individuer, on va dire que gamma est le domaine vrai, courbe, et gamma tilde est mon domaine discrétisé avec des maillages linéaires. Okay? L'idée, c'est que, puisqu'on est en train de maintenant d'évaluer les intégrales sous gamma tilde, donc on est en train de déplacer l'endroit où on impose les conditions limites. Donc, puisqu'on a une différence entre le gamma tilde et le gamma, on doit introduire une sorte de mappage entre les deux frontières. Et ça, on va le faire dans une façon assez triviale. On va utiliser une fonction de distance, par exemple. Et donc, on va, pour chaque point sur la frontière gamma tilde, on va individuer un point sur la frontière gamma. Et donc, comme vous pouvez imaginer, quand on va avoir des méthodes d'ordre élevé, l'intégrale de la frontière, ça sera résolu avec des formules de quadrature d'ordre élevé. Donc, on va avoir plusieurs points de quadrature. Et donc, l'idée, c'est donc que chaque x tilde, qui peut être un point de quadrature, va avoir son map sur la vraie frontière x. Et ça, la fonction distance n, en fait, va être définie telle que, en fait, on connaît bien donc, la normale et la tangente de la vraie géométrie. Parce qu'en fait, ce sont les informations principales qu'il nous manquent. Parce que si j'ai un élément comme ça, et mon bord est comme ça, là, on n'a qu'un seul normal, un tilde qui décrit ce bord, mais en fait, aussi dans un seul élément, on perd beaucoup d'informations liées à la normale, okay, qui peut varier comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin, en fait, avec cette fonction de distance, on va définir la map entre les deux, on va utiliser le normal et la tangente de le vrai bord. Et le dernier état, c'est maintenant modifier les conditions au bord pour garder la précision qu'on veut. Donc là, je vous montre l'exemple plus classique, si on travaille avec des polynômes P1, okay? On peut écrire un développement de Taylor, okay? un x tilde, okay? Pour le valeur de phi en x. Donc, grâce au map qu'on a fait tout à l'heure, on peut dire que x est égal à x tilde de place d, qui est la distance dans ce point-là. OK? Donc, ça nous revient à dire que maintenant, phi, ça doit être égal à le phi dans le point x qui est sur la vraie frontière, moins, on fait les gradients, okay? Ces termes de gradients, okay, qui viennent de l'extrapolation, en fait, dans l'expansion de Taylor. OK? Et là, en fait, ce qui nous manque, c'est de dire, OK, mais les valeurs de ma solution sur la frontière vraie, exactement la condition limite que j'aimerais imposer. Et donc, c'est cette phi de x tilde de place d, c'est exactement le g que j'aimerais imposer sur gamma. OK? Et donc, ça, en fait, c'est... Donc, ça, c'est une idée qui ça a été pas mal utilisée, OK, pour l'extrapolation des conditions limites. Et après, on s'est posé la question, comment le faire pour l'ordre élevé et en plusieurs dimensions. Et là, déjà, il y a pas mal de choses un peu, pas dire compliquées, mais ça devient un peu plus long. Déjà, dans les formulations faites de mon EDP, on n'a pas besoin de les dériver d'ordre élevé. Donc, souvent, en général, on ne les calcule pas. Mais là, on aura besoin de les calculer tous. Et on a aussi
donc en formulation ça va être un peu compliqué aussi à développer parce que si on a des fonctions, des bases qui sont introduites dans les domaines de référence, bien sûr, chaque fois qu'on va prendre les dérivés, en fait, on va avoir la jacobienne qui traîne et ses dérivés aussi. Donc, bon, ça peut être un peu long. Okay, donc, on s'était posé la question comment faire pour. Et là, par exemple, c'est jusqu'à l'ordre 4. Se poser la question est-ce qu'on peut exploiter d'une certaine façon la formulation élément fini qu'on a pour avoir un truc d'un peu plus efficace. Et donc, je reprends et fais la condition bord modifiée, comme je vous montrais tout à l'heure. Donc, on a que phi étoile, qui est la phi modifiée, qu'on va appliquer là sur la frontière discrétisée. Donc, qui est donnée par la différence entre G, la condition limite sur le vrai bord, moins tous ces termes de dérivés. OK? Et là, si je reprends l'expansion de Taylor, en fait, je vois que les polynômes, la différence entre les polynômes évalués sur gamma et les polynômes évalués en gamma tilde me donne déjà tous ces termes-là. OK? Mais en fait, avant, on a sauté cette étape. Ça veut dire qu'on a pris pour écrire ça. Mais en fait, si on voit ça dans cette façon, en fait, ça veut dire que puisque dans une formulation élément fini au DG, on connaît les polynômes, en fait, on peut vraiment évaluer maintenant les polynômes qui est de ma cellule dans les points x tilde de place D. En fait, ça me donne maintenant tous les termes tous les termes dérivés du gradient de l'Hessienne, du dérivé troisième qui nous intéresse. En particulier, en fait, ça dépend des phi. Donc, ça veut dire que ces phi est un polynôme P1, ça va me donner que ça. Et c'est pi et P2, on va me prendre ça. Et comme ça, on continue jusqu'à la fin. Et donc, on peut réécrire maintenant toute la grande formule que je vous montrais tout à l'heure, en fait, avec une simple correction polynomiale. Donc, maintenant, le valeur de phi étoile dans les domaines discrétisés, en fait, ça peut être donné juste par la différence entre la condition limite dans le vrai domaine et cette correction polynomiale de l'évaluation du polynôme dans la frontière vraie et dans la frontière discrétisée. Et ça, en fait, si vous voulez, vous pouvez aussi le voir comme une sorte de pénalisation de la variable x tilde, okay, par rapport en fait, à la différence qu'il y a entre le polynôme évalué dans la vraie frontière et la condition limite qu'on avait imposée. Et donc, phi en x tilde, il est remplacé par ça moins ce terme-là. Et donc, ça veut dire que, vous voyez, donc c'est phi évalué dans le domaine vrai est égal à la condition limite que je veux imposer. Ça, c'est 0 et je retrouve exactement ça. Okay? Donc, ça, c'est, comme vous voyez, ça, c'est une approche que si j'applique à les variables eux-mêmes, c'est assez direct pour les conditions de type Dirichlet, parce que j'applique directement la fonction. Et là, par contre, puisque je parle de simulation avec des bords, dans les contextes des écoulements compressibles, en fait, souvent, on s'intéresse à appliquer des conditions limites de type slip wall, où la composante normale de la vitesse est égale à 0. Donc, l'erreur qu'on faisait avant, quand on faisait des maillages, donc des méthodes d'ordre élevé avec des maillages linéaires, c'est qu'en fait, puisqu'on ne prend pas en compte qu'il y a cette variation de la normale liée à le domaine qui est courbe, en fait, chaque fois qu'on résout l'intégrale sur un slip wall, en fait, on n'est pas en train d'appliquer où n, où scalar n égale 0. On est en train d'appliquer où scalar n tilde égale 0, que ça ne change pas. Et c'est ça la raison derrière laquelle en fait, on a ces problèmes-là. C'est qu'en fait, n change, elle peut changer aussi beaucoup. Surtout si on veut utiliser des maillages grossiers parce qu'on est intéressé à faire des méthodes d'ordre élevé avec très peu d'éléments. Et donc, pour faire ça, bon, l'idée c'était de reprendre, une chose, ça a été appliqué, l'idée c'était de décomposer
la normale n tilde, ok, sur les vecteurs n et t, donc de le vrai bord. Okay? Donc n tilde est décomposé comme ça, et donc maintenant, on fait le flou de la condition limite, qui était avant écrit en n tilde, on peut le décomposer comme ça. Donc, comme en fonction de n et en fonction de t. Et si on va maintenant regarder Fn et Ft, on voit que maintenant, il y a bien Un qui dépend de la vraie normale qui sort, okay, qu'avant, on n'avait pas. Parce que si on écrit Fn tilde, là, on a juste N Un tilde. Donc, dans ces approches-là, on a Un qui sort. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est appliquer ce que vous avez vu tout à l'heure, donc cette correction polynomiale, juste sur UN étoile. Ok, là, vous voyez, il n'y a pas les premiers termes parce que c'est 0 dans ce cas. Mais si on a, par exemple, un domaine qui bouge, bien sûr, là, il faut imposer la vitesse du domaine à ce moment-là. Et le reste des variables, en fait, sont pris égaux à le point x tilde. Okay? Donc, la pression, la composante tangentielle de la vitesse, on le prend à l'intérieur de la cellule. OK? Et la chose sympa, c'est qu'après ça devient direct aussi en 3D. Parce qu'en fait, la seule chose qui change, c'est qu'on aura un vecteur tangent en plus. Et là, le flou aura cette forme-là. Mais comme vous voyez, c'est exactement pareil. C'est juste que là, on a le terme en n, et après, on aura deux termes dans les tangents. Et c'est bon. OK. Donc, maintenant, je vais vers la fin, vers la validation numérique. J'ai préparé deux cas tests pour tester des conditions de type Dirichlet. Après, je ne l'appelle pas vraiment de pur Dirichlet, parce qu'en fait, si vous avez fait gaffe, on utilise un flou numérique que ça sert un peu à pénaliser un état vers l'autre. On n'est pas en train d'imposer exactement ou égal à ou Dirichlet, mais donc je l'appelle Dirichlet type, mais c'est juste pour être précis. Donc, en 2D, je prends en paramétrisation de ce type, en sorte de fleur. En 3D, c'est un peu plus compliqué de définir en paramétrisation jolie, donc je peux juste transférer. Et l'idée, c'était un peu de voir donc maintenant la convergence sur ça. Donc, ça sont les résultats en 2D. Alors là, on a les polynômes P1, P2, P3. Et pour des maillages linéaires sans correction, en fait, la solution que vous voyez, ils sont tous collés là. Ça veut dire que ça bouge de rien. On augmente l'ordre et l'erreur ne change pas. Ils sont vraiment égaux. La pente ne change pas. Donc, dans ces cas tests-là, en fait, on a les trois résultats qui sont là. Et là, à rouge, noir et vert, vous voyez la solution qu'on a avec la correction polynomiale. Donc, ça, c'est jusqu'à l'ordre 4. Et là, on voulait justement comparer avec des maillages courbes. Okay? On obtient une chose similaire avec les maillages courbes. Ce que vous voyez là, je pense que c'est juste parce qu'il y avait un problème dans les logiciels de maillage courbe avec lesquels je travaillais, mais les maillages courbes marchent très bien, mais je pense qu'il y avait un problème avec les éléments de type Q3 qu'on a utilisés là. Okay? Donc, on a obtenu des résultats comparables. Et après, ça sont les résultats en 3D. Donc, j'ai pris 3 maillages, un plus fin de l'autre. J'ai fait les mêmes choses. Donc là, P1, P2, P3 sont là. En fait, ont le même résultat avec un pente 2. Et là, vous voyez, là, c'était P1, P2 et P3 avec la correction polynomiale. Donc ça, c'était avec des solutions de type manufacturé. Donc, des solutions qu'on crée exprès pour tester l'ordre de la méthode. Donc, le deuxième cas test, on voulait bien tester que maintenant aussi la condition mûre marche bien. Et donc, je reprends les cas tests que je vous montrais au début de la présentation. Donc, on a ces vortex-là. Donc là, je vous mets un arc, mais c'est un cercle plein. Et en fait, on définit. Donc, c'est un vortex supersonique à Mach 2.25 qui est en fait borné par deux murs. Okay? Donc, la solution est stationnaire.
ils doivent rester comme ça. C'est exact, la solution est isentropique, donc ça c'est la solution exacte de la densité, la vitesse et la pression sont écrits par ça. Et là, pour tester là aussi la méthode en 3D, j'ai juste fait l'extrusion pour aller regarder un peu ce qui s'est passé. Et là, je vous montre maintenant en fait les résultats. Les premières trois sont les résultats que je vous montrais au début de la simulation. Et là, on voit les résultats P1, P2, P3 dans les cas avec les conditions limites améliorées. Donc déjà, maintenant, on a obtenu bien la pente 2 aussi sur P1. Et après, on a bien la convergence qu'on s'attendait pour les autres. Ça, c'est pour les maillages curvilignes. Donc, bien sûr, on voulait comparer aussi avec eux. On obtient des résultats complètement comparables. Et les dernières, c'est pour la simulation en 3D. Donc, c'est sympa parce qu'en 3D, on a retrouvé des choses vraiment similaires. Ça veut dire que pour P1, P2 et P3, on obtient ces résultats-là sans la correction. Donc, on voit bien que l'erreur fait grandit quand on augmente les degrés du polynôme. Et pour la solution, en fait, on voit bien qu'on va vers ça. Donc, on obtient bien la pente et tout ça. Par contre, je n'ai pas fait des simulations pour comparer en 3D avec les maillages curvilignes parce que c'était trop cher. Ça prenait trop de temps. OK, les derniers cas tests sont juste un peu qualitatifs. Là, c'était juste pour faire une simulation entre l'interaction entre un choc et un cylindre. Et là, vous voyez un peu la vidéo de la simulation. Et l'idée, c'était d'aller regarder maintenant qu'est-ce qui passe vraiment près du bord. Là, c'est pour le polynôme P1. Donc déjà, vous voyez qu'il y a des petites perturbations qui commencent à apparaître. Et là, on voit bien les isolines. Après, si on augmente les degrés, en fait, ces perturbations autour de l'obstacle deviennent de pire en pire. Et là, on voit les isolines qui sont bien reconstruites. Et en P3, pareil. Et après, le dernier cas test, en fait, c'était une chose similaire, juste sur un bump gaussien. Donc là, on a un bump et pareil, on a un flux, un écoulement à bas vitesse. On devrait avoir une solution après symétrique, plus ou moins. Et là, vous voyez la reconstruction des isolines, donc P1 et P3. Et donc, on voit bien que aussi dans ces cas-là, en fait, la solution devient de pire en pire quand on change des polynômes sur le même maillage. Et oui, donc les conclusions. Donc l'idée, c'était un peu d'améliorer des conditions limites un peu classiques pour faire des simulations d'écoulement compressible et que ça soit donc faisable de l'étendre aussi à des applications tridimensionnelles, donc pour simplifier en fait l'accès à faire des simulations avec des méthodes d'ordre élevé pour des domaines courbes. Et l'objectif, en fait, dans le prochain mois, maintenant, je suis en train un peu de bosser pour voir comment améliorer les techniques pour limiter la solution, pour avoir un truc qui n'est pas trop diffusif, de ne pas y aller directement à l'ordre 1 ou 2, donc peut-être faire des choses intermédiaires, des limiteurs de momentum, des choses comme ça. Et ça m'intéresserait vraiment beaucoup de l'étendre maintenant à des maillages en mouvement, donc pour faire des schémas de type Lagrangienne. Et ça peut ouvrir quand même des portes intéressantes parce que, bon, qui fait de l'hydrodynamique lagrangienne, il travaille toujours avec des maillages en mouvement, mais faire des maillages en mouvement courbe, c'est dur. Donc, l'idée, c'est aussi d'aller dans cette direction-là. Et je vous remercie beaucoup pour l'attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, l'idée est très intéressante, mais qu'est-ce que vous arrivez à démontrer? Il y a quand même des vecteurs permanents, Alors, ça c'est une bonne question. Je ne sais pas, honnêtement. Non, ça veut dire l'ordre. Même au-delà de 2. Même passer de 1 à 2. Non, mais la méthode a été. Bon, la méthode le papier que j'ai introduit quand je parlais de ça, que ça a été présenté dans ces papiers-là. Là, dans les contextes éléments finis, ils ont prouvé quelque chose avec des problèmes de type poisson, linéaire, et tout ça. Là, honnêtement, avec l'air, non,
Oui. Donc, Ok, moi, je vais regarder, je vais regarder. ouais, moi ça, il y a eu des choses un peu plus formales. Bon, il travaille avec un système beaucoup plus simple, donc on fait quelque chose. Et non, non, mais dans ce contexte-là, il y a rien de prouvé. En fait, c'est tout. Hein. Donc, ce que vous avez vu, c'est vraiment le résultat des simulations, des tests empiriques pour voir donc la performance de la méthode et l'efficacité. Donc, c'est vraiment pour ça que ça m'intéressait ça. Autre question? Ouais. Alors, moi, j'ai fait des tests sur le Laplacien, sur le même genre de problème, mais pour le Laplacien, et j'ai pas les mêmes courbes d'erreur. Si tu mets des conditions limites, tu prends une solution exacte, tu mets des conditions limites de Dirichlet sur un cercle, tu trouves les courbes d'erreur polynomiales comme tu veux, parce que dans ton équation, dans ta solution, le n, la forme du domaine n'apparaît pas dans ta solution exacte. Alors que peut-être que dans Euler, ça change complètement. Non, non, c'est la même chose, mais en fait, je n'ai pas précisé un truc. Donc, je vais préciser ça. Donc, là, pour faire ça, non, ok, je prends ça parce que c'est plus clair. En fait, je suis d'accord, ça veut dire, si on dit qu'on va appliquer en fonction, comme en terme source, comme en fonction de condition de Dirichlet, là, ce qu'on fait normalement, c'est qu'en fait, on ne prend pas en compte qu'il y a un domaine vrai qui est différent du domaine discrétisé. Simplement, on va évaluer la solution là. Je suis d'accord? Si on fait ça, mais aussi en Euler, on a bien le truc. Mais l'idée, c'était, non, maintenant, on a une condition qu'on aimerait vraiment appliquer là. Et donc, ce que je fais, c'est, je prends la condition là et je l'applique là. OK? Quelle est ta solution de référence pour le... Oui, non, mais je sais tout à fait. Je sais parce que je l'ai fait en cours. Ouais. Et donc, j'ai dû expliquer ça aux étudiants. Non, non. Pourquoi je m'attendais à avoir des courbes d'erreur pas pareilles. Et si je faisais du Dirichlet, je mettais une solution sur un cylindre avec la formule mathématique. Je la calcule sur un carré quasiment. J'obtiens la convergence impeccable, tout. Mais je n'ai pas tenu compte du fait que je n'avais pas le bon domaine. C'est ça, c'est la convergence par C'est rapport à ça. notre solution. Voilà. Quelle est ta solution? Donc, c'est ça. Et puis là, par exemple, j'ai la densité qui est 1 place sinus de x plus y. Là, si tu mets x tilde place y tilde, tout est bon. Bien sûr. Ouais. Donc, non, non. L'idée, c'était. Maintenant, j'applique vraiment x et y, mais après, je le place un peu naïvement dans l'endroit x tilde. Parce que ça veut dire que c'est comme. Non, en fait, la condition limite vraiment que je vais appliquer, c'est ça. Ce n'est pas un autre. Et non, non, mais c'est vrai, moi, je n'ai pas précisé ça parce que. Non, j'évite de rentrer trop dans les détails, mais bien sûr, par contre, dans les contextes du mur, là, Ah oui, dans le contexte du mur. là, t'es mort. Oui, oui. Condition limite de Neumann, tu as la normale qui apparaît et tu vois tout. Oui, oui, là tu es mort, tu as la normale, donc J'ai une autre remarque. Il y a Alexis Levinsky qui a fait des trucs comme ça aussi il y a quelques années à Besançon. Oui, FIFEM. Hein, avec FIFEM. Oui, mais ça, c'est. Non, non, FIFEM. FIFEM. Oui, il appelait la méthode FIFEM. Oui. Et une question. Je pense que c'est similaire. Je n'ai pas trop regardé ces travaux, mais je ne sais pas. Ça utilise un peu la lettre. Honnêtement, je n'ai pas trop regardé dans le détail, mais j'ai vu qu'il y a. Maintenant, ils sont en train de bosser sur des méthodes pour faire des domaines pas conformes ou des choses comme ça. On a une question à distance de Bruno Després. Ouais, vous m'entendez ou pas? Ouais. Non. Ouais, super, ouais, merci. Il y a aussi une question pour les conditions au bord pour les équations hyperboliques, qui est de regarder ce qui se passe en gros pour l'analyse des solutions ou l'analyse du système localement, par exemple, combien on a de caractéristiques rentrantes et sortantes et des choses comme ça.
ça peut donner lieu à des choses assez compliquées, ça c'est vrai. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'en avez pas du tout discuté dans votre présentation. Il y a un endroit où ça apparaît, cette question, où il n'y en a pas besoin du tout? Alors, j'ai dit un truc, et c'était vraiment lié à ça. Ça veut dire que je ne suis pas en train d'appliquer des conditions de Dirichlet pures, mais je fais de Dirichlet comme un type Dirichlet. Mais en fait, quand je remplace, en fait, dans la position des conditions limites, je remplace dans le flux numérique ou moins ou place par ou moins ou de la condition limite. Là, en fait, je vais faire des Dirichlet purs que quand, en fait, il y a toutes les caractéristiques qui sont dans la même direction. Donc, ça veut dire que je suis dans un écoulement supersonique. Là, celui-là, il va être Dirichlet pur parce qu'il y a toutes les caractéristiques qui vont dans la même direction. Ah voilà, c'est ça, c'est là, d'accord. Non, non, c'est pour ça que j'avais précisé le fait que ce n'est pas des Dirichlet purs, parce que je ne suis pas en train de dire ou égal à ou baissé dans ces points-là. D'accord. Mais Enfin, c'est là qu'on introduit cette information, en tout cas. oui, oui, c'est là. Oui, oui. D'accord, merci. De rien. J'ai une autre question, si ça n'aide pas tout le monde. La difficulté dans tous ces problèmes, c'est d'avoir la forme mathématique de ta surface en 3D ou en 2D de ta courbe. Non, parce qu'il peut faire une interpolation spline. Mais même pas, hein. Utiliser ça utiliser ça à la place de l'outil. Mais, Et tu lui donnes un 5 points, il fait un spline, et puis là, il a. ah, mais je n'ai même pas fait ça. Je définis un level 7 et je fais les gradients et, pour avoir la normale. Et... Oui, mais enfin, dès que tu as au degré 3, tu ne peux pas faire ça. Tu fais le level 7 en degré 3, mais. Oui, tu fais. Non, mais c'est juste la variable. Alors là, j'ai considéré les géométries que je connaissais exactement. Donc, je connaissais la paramétrisation, donc c'est bon. Mais dans les cas où je ne connais pas la géométrie exacte, en fait, si on a un level 7 qui est précis à l'ordre qu'on veut, moi, je dirais plutôt peut-être à l'ordre n plaçant, parce qu'après, pour avoir la normale, on fait les gradients. Donc, pour être consistant, je ferais ça si je traiterais en géométrie. Donc, je ne connais pas. Mais oui, en fait, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Là, ce n'est pas un problème. Et surtout, en fait, je n'ai pas trop mentionné, mais en fait, là, je pourrais même simplement définir des points. Ça veut dire, je n'ai même pas besoin d'avoir une paramétrisation. Je pourrais aussi dire, ah non, je connais des points, il faut les connaître assez pour être bien dans le truc. Mais en fait, après, l'expansion de Taylor que j'écris, ça dépend de x, ça dépend de x tilde. Mais après, cette fonction d, c'est moi qui la définis. Dans ces cas, c'est en suivant la normale n, mais je fais des tests, en fait, ou peut-être, quand je travaille avec ça, par exemple, quand je travaille avec ça, la normale, c'était un peu plus bizarre à calculer. Moi, je me suis dit, mais si je le fais simplement avec de points quelconques, donc pas forcément avec la normale exacte, je prends un point, comment dire, tu es en forme un peu bizarre et j'ai mon truc là. Donc, plutôt que suivre exactement la normale que j'ai là, je dis simplement, ah non, mais là, si je prends comme si j'avais un cercle, peut-être j'obtiens ça et je fais mon polynôme. Ça revient en discipline. Oui, oui, oui. Okay. Ouais. Bon, à la fin, oui, il faut connaître quand même un peu la géométrie pour faire ça, parce que sinon, on est en train d'ajouter des informations sur la géométrie. Ça, c'est nécessaire, parce que sinon, on ne fait pas ça. Mais bon. Oui, mais il faut avoir une bonne représentation de la géométrie vraie. Et la suite de la question, c'est un point dans la géométrie exacte. Alors, là, je vois qu'il y a eu des travaux récents faits par les mêmes personnes que je mentionnais tout à l'heure pour changer la méthode pour les coins. Là, honnêtement, moi, je ne sais pas. En général, ce type de méthode doit marcher pour la géométrie qu'on a. Mais en fait, peut-être que ça dépend de juste où on va. Ça veut dire si on a un point qui est plus proche
si on a un point là, on est plus proche de cet endroit-là, alors on fait l'interpolation, l'extrapolation avec cet edge-là. Si on est plus proche là, on le fait là. À la fin, ça revenait à faire un truc comme ça. C'est que là, tu as la fonction distance qui joue. Ouais. La fonction distance, elle est singulière. Oui, 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 oui. Mais c'est aussi vrai que... Oui. Bon, ça, c'est peut-être un truc intéressant, surtout quand on fait des profils comme d'aile d'avion. À la fin, on a ça. Oui, oui, Dans ce cas-là, la solution va avoir une singularité. Oui, aussi. C'est quoi l'intérêt d'aller dans l'ordre des deux pour ouais. tu n'auras jamais l'ordre optimal. Ah non, c'est vrai déjà qu'on a en solution, on a en géométrie qui a une dérivée discontinue. Et donc, en fait, tu as une erreur h au carré qui est dans le problème et tu es mort. Sur ton bel d'avion, en fait, tu n'as pas de discontinuité, tu as un petit angle et c'est coupé droit à la fin. Tu prends la K012, tu prends la formule, c'est pas un point. Tu as un angle et tu as un petit. Ah non, mais là, alors ça va. Non, mais là, on est. Qu'est-ce qu'elle a une Oui, ça, c'est pas grave. Non. T'as un coin, c'est tout. Il faut bien prêter les coins. Hein. Là, tu as une erreur, tu as quand même une erreur, tu as toujours une erreur H qui va être plus petit, qui va être plus grande de ton erreur de la méthode. Mais là, en fait, c'est comme quand on fait de l'ordre élevé, après c'est un choc, tu dis, bon, c'est la même chose, tu dirais, ok, ça ne vaut plus rien d'aller à l'ordre élevé, mais en fait, à la fin, c'est comme dit, on utilise la méthode d'ordre élevé où la solution est bonne, alors on a en précision élevée. Après, où on a des problèmes, on baisse l'ordre et on fait de mes... Mais là, comme ça, on travaille sur des précisions locaux, donc ça veut dire dans toutes ces parties du domaine, ça, tout explicite. Tu as quand même une condition sur le battant. Toujours. Ouais, mais donc si tu raffines, tu payes quelque chose. Et puis là, oui, mais bon, là je pense que tu peux faire avec de l'implicite. C'est juste que dans les contextes des EDP hyperboliques, on ne fait pas trop l'implicite parce que sinon tu introduis trop de diffusion et tu ne vois plus rien. Mais a priori, si tu as des problèmes qui sont stationnaires, qui ne concernent pas des discontinuités, moi, quand j'ai travaillé sur des problèmes... Ah non, pardon, aussi s'ils concernent des discontinuités, mais ce sont des problèmes qui sont stationnaires, là, par contre, on fait de l'implicite, il n'y a pas de souci. Mais dans ces cas, on voulait voir, par exemple, des transitoires, des choses comme ça. Mais bon, oui, après, il y a pas mal de choses à regarder. On a un peu regardé le début, en fait, mais il y a pas mal de choses, notamment liées à toutes ces choses-là, sur les applications et tout ça, qui peut faire sortir le problème. Ok. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions à distance. Donc, merci encore. Yes.